Bonjour Pierre, Pierre Gaudichaud, nous nous connaissons déjà depuis quelque temps, nous nous sommes rencontrés et il m'a semblé utile pour nos spectateurs de Burdiga la Presse de faire connaître votre association, l'ALS, et parce qu'elle développe des idées qui sont intéressantes dans le cadre de la lutte et la lutte culturelle pour faire valoir des idées qui peuvent redresser notre société parce qu'il y en a bien besoin. Alors, tout d'abord, je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Bien entendu, c'est la première des choses, par courtoisie. Et je vais vous demander de vous présenter. Oui, donc je m'appelle Pierre Gaudichaud. Je suis né en 1949 dans le Maine-et-Loire. Je suis fils d'agriculteur. Voilà, et j'ai fait des études d'économie. Ensuite, je suis rentré au ministère des Finances, à la Direction générale de la concurrence et de la consommation. J'ai fait des contrôles sur le terrain d'abord. Ensuite, je suis allé au bureau des études de la Direction générale de la concurrence au Quai Branly pendant une douzaine d'années où j'ai fait de la conjoncture. Et ensuite, je suis passé à Bercy, à la Direction de la prévision, puis de la Direction générale du Trésor, pour terminer à la Direction générale de la consommation, du commerce, de l'industrie et des services, à la DG6, où j'ai été chargé de mission auprès d'un sous-directeur, du sous-directeur de la prospective et des études économiques. Voilà. Donc, parallèlement, j'ai fait de la politique. J'étais à l'UDF à la fin des années 80. Ensuite, je suis passé au CNI pendant les années 90. Puis quand j'étais à Bercy, bon, j'étais à l'UMP, c'était le parti le plus à droite qu'il y avait là-bas. Hein. Je n'ai vu qu'un Front National en tout et pour tout en 8 ans Donc, voilà. à Bercy. Donc, si je comprends bien, pour vous résumer, vous êtes, bon, d'abord, vous connaissez la bête de l'intérieur, hein, vous avez une connaissance, si je peux me permettre l'expression intestinale, hein, si j'ose dire, de l'intérieur de la bête, du monstre qui est l'administration des finances, ça, ce qui est quand même très, très utile. Et d'autre part, vous vous définissez comme étant un homme de droite. Hein, donc, et on va essayer peut-être au cours de notre entretien d'aller un petit peu plus au fond de cette conception de la droite qui a besoin peut-être d'une définition ou d'une redéfinition. Alors, vous avez fondé une association qui s'appelle l'Association libérale et sociale, l'ALS, qui prône l'alliance du libéralisme et du social. Alors, dans l'esprit public, le social semble être antinomique du libéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pour nos spectateurs comment vous concevez cet attelage, en quelque sorte? Oui, d'abord, effectivement, je rappelle que j'ai écrit 2 livres, Économie ou socialisme, justement, il faut choisir, l'autre pour un État juste et efficace, publié chez Godefroy de Bouillon. Donc, le premier livre, vous remarquerez le titre, Économie ou socialisme, il faut choisir. Oui, donc, oui. C'est titre intéressant, de excusez-moi de vous couper, parce que effectivement, dans l'histoire récente ou même un peu plus longue, on s'est rendu compte que le socialisme aimait tellement les pauvres qu'il en créait, hein, c'est ce qu'on disait. Donc vous êtes un peu sur ce créneau, quoi. Oui, voilà, c'est-à-dire que en fait, cette expression, je l'ai tirée c'est raccourci d'une expression de Frédéric Bastiat, l'économiste de votre région, enfin du 19e siècle, hein, des rives du L'Adour. du Gave de l'Adour, oui, de l'Adour. Oui, l'Adour, Voilà, oui. du Gave de Pau, je ne sais, Oui, c'est comme ça. ça, oui, voilà, qui avait dit on ne peut pas être à la fois économiste et socialiste. C'est-à-dire un bon économiste ne peut pas être socialiste. C'est-à-dire un économiste qui est socialiste, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose à un moment donné. Enfin, soit il n'a pas compris, soit il est malhonnête. Hein, comme disait Drieux-La Rochelle, j'hésite à le citer, mais Drieux-La Rochelle disait on ne peut pas être à la fois intelligent, honnête et socialiste. Tout à fait. Alors, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu donc comment le libéralisme
finalement, alors ce qu'est d'abord le libéralisme, parce qu'il y a une grande confusion sur cette notion, et ce qu'est pour vous, une politique véritablement sociale. Oui, c'est-à-dire que actuellement, si vous voulez, nous vivons sous ce qu'on appelle un modèle social-démocrate. Ce modèle social-démocrate a été défini par une école qu'on appelle l'école solidariste, qui a pris jour à la fin du 19e siècle, c'est pas d'hier, hein, et qui a été mise en musique par un certain Léon Bourgeois, qui a été président du Conseil en 1896-97, qui a été grand maître, je crois, du Grand Orient ou de la Grande Loge de France, quelque chose comme ça, donc un radical socialiste, et qui a voulu transférer la charité privée vers le public, vers la charité publique. Après, vous avez eu toutes les politiques du petit père Comte, tout ça, vous voyez, la séparation de l'Église et de l'État et tout ça. On a chassé les congrégations, les prêtres et les religieuses qui faisaient l'école ou dans les hôpitaux, dans les hôpitaux aussi. Et donc, on a remplacé… Excusez-moi de vous couper. Ce qui, entre parenthèses, a fait grimper en flèche le coût des hôpitaux, puisque on s'en est rendu compte, c'est une étude très intéressante que j'ai lue, qui a montré que les sœurs, elles s'occupaient de façon quasiment bénévole des hôpitaux et elles s'en occupaient très bien, et qu'après, il a fallu payer évidemment les gens qui s'occupaient des hôpitaux. Je ferme la parenthèse, excusez-moi. Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Une religieuse, qui était infirmière, quand il y avait un mourant, elle pouvait s'en occuper jusqu'à 3 heures du matin, 5 heures du matin sans problème, tandis qu'une infirmière va demander des heures supplémentaires. Une infirmière de la CGT ou de la CFDT va demander des heures supplémentaires. Donc voilà, on a voulu faire la charité par des gens qui ne sont pas charitables. Donc c'est un peu embêtant, là, il y a un hiatus, quoi. Donc, pour en revenir. Oui, c'est une autre conception, bien entendu. Voilà. Alors, pour en revenir, si vous voulez, donc à la conception de l'ALS, de l'Association libérale et sociale que j'ai créée, donc il faut s'écarter donc de cette vision solidariste dont Léon Bourgeois, donc social-démocrate. J'en avais parlé avec un économiste en particulier qui est assez connu, par exemple des auditeurs de courtoisie, qui s'appelait Philippe Nemo, qui est un Hayekien, qui m'avait complètement confirmé ce que je disais, que voilà, la social-démocratie est structurellement déficitaire. Donc, il faut revenir vers plus de libéralisme, d'une façon ou d'une autre, pour éliminer les déficits. C'est triste à dire, mais les candidats au présidentiel, puisque donc, si vous voulez, la création de mon mouvement s'inscrit dans une actualité politique. Certes, je l'avais déposé les statuts en 1998, c'était au cas où, mais je n'ai actionné que plus tard. Parce que déjà, je prévoyais que, on n'y arriverait pas. Alors, oui. Alors, vous précédez ma prochaine question. Voilà, donc expliquez-nous bien déjà en quoi le libéralisme, le fait d'être libéral, donc les libertés économiques permettent de faire une véritable politique sociale. Voilà, donc c'est un petit peu le nœud de votre action, de votre pensée. Voilà. Alors, si vous voulez, je pourrais citer votre question. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais me fait venir immédiatement en tête l'affaire, l'économiste l'affaire, la courbe de l'affaire. C'est-à-dire que quand il a étudié les relations entre l'imposition, les impôts et la croissance, et que il en est arrivé à la conclusion, vous savez que trop d'impôts tue l'impôt, parce que si vous voulez, au début, quand on commence à accroître les impôts jusqu'à un certain sommet, ça fait une courbe en cloche un peu, qui ressemble un peu à une courbe de Gauss. Très intéressant, oui. Voilà, donc il y a un premier temps où augmenter les dépenses publiques, c'est plutôt bon pour la croissance. Par exemple, quand vous construisez des routes, des ports, des aéroports, etc., les grandes infrastructures publiques, si vous voulez, ça augmente la croissance. Et puis aussi la recherche, par exemple, la recherche fondamentale, etc. Donc ça booste la croissance. Excusez-moi d'employer un terme anglais. Et après, dans une deuxième partie, si vous augmentez trop, ça freine la croissance, ça fait diminuer la croissance, jusqu'à la rendre négative. C'est un petit peu, pour prendre une comparaison,
c'est le jus du citron, c'est-à-dire que quand on le presse trop, il n'y a plus de jus. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et même ça va même plus loin puisque ça peut être négatif. Oui, Ça veut c'est dire, vous ça. faites rentrer le jus dans le citron. C'est ça. La Oui, courbe de oui. l'affaire est encore plus. Pour faire comprendre. Alors, effectivement, la courbe de l'affaire est très intéressante et elle a été vérifiée. Elle se vérifie de façon constante, bien entendu, C'est encore plus euh, implacable. de Voilà. façon implacable. Donc, Mais non, effectivement, voilà. voilà. Donc, le problème donc, d'un véritable libéralisme, c'est aussi le poids de l'État. Donc, si je comprends bien, la LS ne conteste pas la présence d'un État, comme certains libéraux, ultra-libéraux. Oui, Hein, voilà. Nous ne sommes pas voilà. libertariens. Libertarien, voilà. Oui, C'est voilà. important de le préciser. Donc, vous demandez un État qui soit fort dans ses fonctions régaliennes et Exactement. qui laisse donc les citoyens honnêtes et travailleurs vivre confortablement du fruit de son travail. Hein, c'est ça, en gros, Oui, pour le résumer. oui, exactement. Alors après, il y a des nuances à apporter parce que, bon, il y a une courbe qui est page 70 de mon livre. Je ne peux pas vous la montrer là parce que je l'ai pas sous Non, la non, mais main. c'est pas. Oui, Oui, mais de oui, toute façon, il faut inciter oui, nos voilà. lecteurs, nos auditeurs à acheter votre livre, tout Oui, simplement. voilà. Donc, donc vous avez le point donc de la social-démocratie et puis un peu plus haut le point de D'accord. l'intérêt général. Ok. L'intérêt général benthamien. Et là, c'est là qu'est la croissance optimale, qui aurait pu jusqu'à maintenant être à 5% par an. Hein, si bon, maintenant avec la conjoncture internationale, si vous voulez, peut-être les tensions sur certaines matières premières, par exemple, qui Mhm. ont Oui, lieu dès maintenant, des choses comme ça. Bon, oui, le mais on n'est 5% de plus, croissance, il faudra peut-être lui dire au revoir. on n'est plus. Ouais, alors, excusez-moi, mais on n'est plus dans un système libéral, puisqu'à l'heure actuelle, ça avait été développé par prix de Nobel donc de l'économie français. D'ailleurs, il n'y en a pas eu des tonnes, qui s'appelait, donc son nom m'échappe à l'instant. Maurice Allais. Maurice Allais, qui montrait que les flux financiers, à l'heure actuelle, puisqu'on a un système dans la financiarisation, arrivent à justement pervertir le système libéral. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont suffisamment de poids financier pour pervertir un petit peu la loi du marché. C'est ce à quoi on assiste actuellement. Oui, alors là, justement, pourquoi en est-on arrivé là? Parce que quand vous faites une politique social-démocrate, que vous avez un État endetté, quelle est votre puissance de feu face à la finance internationale? Oui, oui, c'est sûr. Vous êtes endetté, vous avez emprunté à ces gens-là même. Vous leur Oui, avez oui, emprunté de l'argent. Il ne bien faut pas sûr. oublier que maintenant, l'endettement public, il est entre 115 et 120% du PIB. Vous vous rendez C'est compte du ça. produit intérieur brut d'une C'est ça. année. Donc, C'est énorme. alors pour clore un petit peu ce chapitre, parce que je voudrais vous poser d'autres questions, on a donc un petit peu résumé cette pensée, disons, politique ou métapolitique même à la limite, de la LS, qui est donc de démontrer que pour faire du social, ben, il faut des libertés économiques. Voilà, hein, tout simplement. Alors, Oui. je voudrais vous poser une question, hein, qui est importante pour nos spectateurs. C'est la LS. Est-ce que c'est un parti politique ou est-ce que c'est un think tank, comme on dit, un cercle de réflexion politique? Et comment est-ce qu'on peut adhérer? Comment est-ce qu'on peut se renseigner? Si vous avez un site internet, comment vous communiquez avec vos adhérents? Voilà. Quelles sont vos actions? Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? C'est-à-dire, au départ, j'ai mis sous forme d'association parce que j'étais encore pas à Bercy et j'envisageais tout de même d'y aller. Donc, je voulais pas être trop visible. Parce que n'étant pas énarque, si vous voulez, à Bercy, il y a des énarques qui peuvent faire ce qu'ils veulent, si vous voulez. Et je suis pas énarque, donc un énarque peut faire ce qu'il veut, être d'extrême gauche, d'être de gauche. Enfin, ils sont pas d'extrême gauche en général, mais ils sont plutôt de gauche. Personne ne leur dira rien. Tandis que moi, si j'avais mis l'association libérale nationale sociale, bon, j'aurais été viré de Bercy dès qu'on aurait su que j'avais cette association. Voilà, parce que c'est ça Alors, aussi. Vous m'avez parlé de l'antre de la bête. Je vous envoie un signal
Oui. docteur de Peretti, du signal de l'antre de la bête, enfin du ventre de la bête. Voilà, donc la question déjà c'était si c'était un think tank. Alors c'est pour ça donc ça a le caractère d'un think tank si vous voulez. Actuellement, j'organise des réunions par visioconférence avec ou sans invité. Parfois j'invite des gens comme vous d'ailleurs que j'ai invité au mois de décembre. J'ai invité Christian Girondeau en présentiel, par exemple sur l'écologie. J'ai un bon correspondant qui s'appelle Camille Vert, un X-Télécom, donc voilà, qui intervient régulièrement. Donc puis on fait des réunions de débat sur un programme parce que j'ai un programme. Donc l'ALS a un programme en 43 points actuellement. Et donc dans mon esprit, c'est destiné à devenir un parti. C'est-à-dire, j'ai l'objectif de transformer en parti, par exemple, quand l'association, si on arrive à plus de 1000 personnes, quoi. Je crois que c'est inutile de vouloir parader dans le monde politique si on n'a pas un minimum d'adhérents, quoi. C'est ça. Voilà. Oui. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, alors donc on a vu donc. Alors comment on peut me joindre? Voilà, j'ai une adresse mail. Pierre Godichaud, dans un seul mot, Pierre, le prénom Godicheau, @wanadoo.fr. Et puis j'ai un numéro de téléphone, le 06 60 91 49 43. Je répète, 06 60 91 49 43. Voilà. Vous n'avez pas de site internet ou de page Facebook ou de compte Twitter? Non. J'avais un site internet, mais que j'ai arrêté quand j'ai fait ma première réunion, en fait, pour tout vous dire, en décembre 2016 ou 2017. Ouais. Bon, c'est quand même. Oui, j'en referai peut-être une. Mais en fait, je publie, c'est-à-dire que si vous me joignez par Internet, je serai destinataire de mes bulletins d'actualité. Je fais des bulletins d'actualité que j'envoie aux adhérents et sympathisants, quoi, en fait. D'accord, ok. Bon, donc ça, ce sont vos moyens de communiquer. Pas de page Facebook, donc et de tous ces réseaux sociaux. Oui, voilà, je n'interviens pas, je réponds à des gens m'envoient, je suis des gens sur Facebook, mais moi je n'interviens pas, je ne fais que réagir. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, cette précision est importante. Alors, il y a un point aussi donc sur lequel vous avez développé donc une analyse de la qualité des hommes politiques qui est basée sur le test Lewino. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques renseignements sur ce test qui me semble donner des informations très intéressantes? Oui, donc ce test est sorti déjà il y a un moment, c'est en février 86. C'était dans le Nouvel Observateur, je reconnais. Bon, je ne lisais pas le Nouvel Observateur à l'époque, mais c'est un collègue de gauche qui me l'a fait faire, pour tout vous dire. Et bon, au départ, j'ai trouvé ça marrant, quoi, parce que c'est un test un peu ludique, mais on trouve en annexe de mon premier livre, Économie ou socialisme, il faut choisir. Et en page, oui, voilà, à la fin. Et en gros, ce test distingue 27 archétypes dans la vie politique. Alors, c'est des hommes politiques de l'époque, de 1986. Et celui qui a fait le test, qui s'appelle Walter Levino, qui est un ancien combattant des forces aériennes françaises libres, oui. Donc navigateur de bombardier, et après a fait des jeux tests pour des journaux, donc a distingué le cœur, la tête et le portefeuille. Le cœur qui peuvent être chacun à droite, au centre ou à gauche. Alors après, il fallait interpréter tout ça. Levino avait sa propre interprétation et moi j'ai rajouté quelque chose. C'est-à-dire que le cœur, il parlait du côté sentimental et que moi je me suis aperçu que les gens qui avaient le cœur à gauche n'étaient pas plus, s'intéressaient pas plus aux pauvres que d'autres, quoi. Au contraire. Les gens ceux que j'ai côtoyés dans l'administration étaient même plus durs que les autres, que ceux qui avaient le cœur à droite. Donc j'ai essayé de trouver un dénominateur commun entre les 9 archétypes qui avaient le cœur à gauche. Et au bout d'un moment, une semaine ou deux, je me suis aperçu que c'était tous des archaïques, quoi. Un exemple, par exemple, Chevènement, qui a le cœur à gauche. Bon, lui, c'était au moment où, je me souviens au moment où, vous savez, Chirac a aboli la conscription.
quand il a réformé pour passer à l'armée professionnelle, Chevènement a écrit des papiers en disant qu'il voulait revenir à l'armée de Valmy, quoi, de 1792. Bon, je veux dire, si c'est son seul argument, bon, ça va pas loin, quoi. Face aux réalités des guerres actuelles, vous voyez bien que ouais. ça colle pas, et c'est un exemple parmi d'autres, hein. Donc, si vous voyez un politique qui essaie de résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'il y a 50 ou 100 ans, vous pouvez vous dire qu'il a le cœur à gauche, enfin, selon ma classification à moi. Et donc, si avoir le cœur à gauche à ce moment-là, c'est être archaïque, avoir le cœur à droite à ce moment-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est être créatif, quoi. C'est créatif, voilà, c'est ça. Ouais, c'est créatif. Alors pour la tête, c'est pas difficile puisque la tête à droite, c'est la capacité à diriger, à manager, etc. La tête au centre, c'est la disciplinée, et tête à gauche, c'est bordélique, quoi. C'est indiscipliné. Et le portefeuille à droite, donc c'est avoir des connaissances en économie, en gestion, en finance, ou en commerce, et avoir une volonté de gagner de l'argent en quelque sorte. Portefeuille au centre, c'est des prétentions moyennes, et puis portefeuille à gauche, c'est des gens qui se fichent un peu de l'argent et qui parfois sont même un peu panier percé, quoi. Voilà. Oui, alors oui, est-ce que c'est pas des gens aussi qui utilisent mal, avoir le portefeuille à gauche, on l'a bien vu avec beaucoup de gens de gauche, est-ce que c'est pas des gens qui finalement ne voient pas le bien commun et l'enrichissement qu'on peut avoir dans un contrat gagnant-gagnant, et qui cherchent parce que on a remarqué que beaucoup de gens de gauche connaissaient très bien où était leur portefeuille, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est ça, parce qu'on peut avoir le cœur à gauche et le portefeuille à droite dans le test. Oui, d'accord. Voilà, c'était par exemple le cas de Rocard. Vous avez les cas de Rocard, de Macron, de Valls, de Kouchner, des gens comme ça, Strauss-Kahn, vous voyez, des gens dans ce genre-là, quoi. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ont le portefeuille à gauche, tout simplement aussi, parce que bon, bah, ils sont au bas de l'échelle et qu'ils n'ont aucune idée comment gagner plus d'argent. La femme de ménage, malheureusement, elle a aussi parfois le cœur à gauche ou au centre, donc elle sait pas, elle a aucune idée sur la façon dont on pourrait gagner davantage d'argent en faisant des ménages. Que sa seule solution, c'est de faire 50 heures de ménage au lieu de 40 pour gagner un peu plus, quoi. Donc c'est pour ça que je suis aussi social, parce que j'ai conscience qu'il y a des gens, de toute façon, quel que soit le régime politique, qui seront en bas de l'échelle. Donc, quand les communistes viennent vous dire la cité idéale, etc., bon, j'ai chez moi le livre de Kravchenko, là, j'ai choisi la liberté. Bon, même sous Staline, lui, il était directeur de combinat et il gagnait 20 fois plus que l'ouvrier d'usine, quoi, avec voiture personnelle, chauffeur personnel, maison de fonction, personnel domestique et tout, quoi, hein, garde du corps et tout tralala, quoi. Donc, en fait, le communisme intégral n'a jamais existé. Donc, voilà. Et c'est-à-dire, une fois au pouvoir, ils s'aperçoivent bien que ça marche pas comme ça. Donc, en fait, si vous voulez, le positionnement tout de même, j'ajoute tout de même là-dessus, c'est que le positionnement, si vous voulez, stratégique, enfin tactique de l'ALS, si vous voulez, on est sur parce que le problème, si vous voulez, depuis 1945, en fait, depuis la victoire sur le nazisme, entre guillemets, le national-socialisme, bon, c'est que la vie politique, grosso modo, de la France se passe à gauche d'Hitler, quoi, à gauche du national-socialisme. Et comme le Front National... Excusez-moi de vous couper, est-ce que le national-socialisme, c'était pas finalement la meilleure expression politique possible de la gauche? Si on veut, sachant que pour moi, dans le test Levino, comme c'est vrai que je mets Hitler, voilà, on me le reproche beaucoup, mais comment faire autrement? J'ai pas pu le mettre autrement dans le même cas que Le Pen, si vous voulez, au niveau français, ou Mussolini, vous voyez. Mais si vous voulez, ça se manifeste de façon différente, car les époques sont différentes. Oui, c'est-à-dire, du temps d'Hitler, il n'y avait pas le test Levino, si vous voulez. Voilà. Et puis, lui, il a réagi. Il faut bien voir comment c'est venu. Enfin, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire parce que notre temps est limité. Oui. Oui, donc, oui, alors, si vous voulez, il y avait le traité de Versailles, tout ça. Il y a eu, vous savez, on a attribué même le traité de Versailles aux Juifs, finalement, que s'il y a eu le traité de Versailles, c'était de la faute des Juifs. Je résume beaucoup, quoi. Voilà. Et que
en fait, même les gens qui étaient à droite de Hitler, si vous voulez, à l'époque, ont été éjectés. J'ai lu récemment les mémoires de von Papen, un chancelier qui a précédé Hitler, qui était lui un national-catholique, qui était proche de Salazar au niveau des idées, vous savez, du dictateur, dictateur entre guillemets encore portugais Salazar. Bon, voilà. Alors, il a été éjecté aussi, parce que, si vous voulez, le socialisme, effectivement, a une politique qui est, disons, est social-démocrate, a une politique économique qui n'est pas vraiment libérale, n'est pas libérale. Voilà, c'est ça. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, mais il n'est pas libéral. On peut pas se permettre de rentrer dans des détails historiques. On n'a pas le temps. Parce que sinon, ça va nous, on n'a pas le temps. Mais si vous voulez, bon, on est là pour définir justement les grandes lignes de réflexion qui permettraient de trouver, sinon donc un système idéal, mais au moins quelque chose. Parce que justement, si je peux me permettre une réflexion personnelle sur la différence entre la droite et la gauche. Cette distinction étant battue en brèche à l'heure actuelle. Et en fait, si vous voulez, il me semble que l'homme de droite, c'est celui qui sait que de toute façon, tout ira toujours mal et qu'il faut essayer d'améliorer autant que faire se peut le système, alors que l'homme de gauche pense qu'il y a un système idéal, un paradis sur Terre, et comme il sent que ce n'est pas possible, il ferme ses yeux au principe de réalité. C'est le principe de réalité. Alors, justement, c'est l'introduction de ma prochaine et dernière question, parce que notre temps est compté, malheureusement. C'est le principe de ces entretiens de Burdigala, qui sont faits exprès d'ailleurs pour que les spectateurs restent sur leur faim et essayent d'en savoir un peu plus, notamment en vous contactant et en allant sur vos moyens de communication. Alors, justement, la dernière question concerne le principe de subsidiarité que vous préconisez, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce principe de subsidiarité? Oui, c'est-à-dire que là, je m'oppose effectivement à beaucoup de gens qui se disent nationaux, qui eux donc sont souverainistes, c'est-à-dire pour sortir de l'Union européenne. Et là, si vous voulez, je leur oppose le principe de subsidiarité ascendant, parce que j'ai vu qu'une des principales accusations des souverainistes, c'est de dire l'Europe asservit les peuples. Asservit les peuples, c'est-à-dire l'autorité part d'en haut pour aller vers le bas. Alors que pour moi, j'ai la conception absolument inverse de l'Europe, c'est-à-dire que à partir du moment où une action peut être faite efficacement dans la structure inférieure, elle doit être faite par la structure inférieure. Alors, on démarre de la commune, si vous voulez. Tout ce qui peut être fait au niveau de la commune doit être laissé à la commune. Attendez, il y a peut-être un niveau même encore inférieur à la commune, c'est la famille. Oui, voilà. Je reste dans la sphère purement politique, là. Oui, voilà, parce que le temps nous est compté, paraît-il. Oui, voilà. Donc, on va pas. Oui, mais bon, pardon de vous avoir coupé. Mais c'est votre enthousiasme naturel. Oui, donc maintenant vous faites dire la famille, non, la commune. Ensuite, au-dessus, si on peut pas, après il y a l'échelon départemental. Par exemple, pour la gestion des écoles, des choses comme ça, les routes, bon, il y a certaines qui sont gérées au niveau départemental. Ensuite, il y a la région, là, c'est pour les collèges, des choses comme ça, les lycées, et les routes, les anciennes routes nationales, des choses comme ça, grosso modo, hein. Après, ce qui peut pas se faire au niveau régional, c'est au niveau de l'État, par exemple, le maintien de l'ordre, enfin bon, les grandes directives, bon, il y a les affaires étrangères, évidemment, enfin, il y a certaines fonctions qui sont au niveau de l'État. Normalement, il y a la monnaie aussi. Il y a la monnaie dans la monnaie, oui, voilà, en principe, voilà. Et puis, parce que c'était transféré, donc. Et ensuite, donc, le niveau européen, c'est plus délicat, mais je pense que si pour certains, il faut avoir une structure permanente de l'Europe, d'une Union européenne, ne serait-ce que pour les questions de paix. Là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu les mémoires de von Papen, donc qui ont été écrites en 1953 parce qu'il a échappé à la peine de mort, donc à Nuremberg, en 45 ou 46, je sais plus, soit 46. Donc lui, en 53, il était pro-européen, quoi. C'est-à-dire avec tout ce qu'il avait vu, si vous voulez, l'Anschluss, tout ça, tous ces trucs-là,
il s'est dit de toute façon face au morcellement de l'Europe, il dénonce dans son livre le morcellement de l'Europe et que les petits pays étaient exposés aux appétits des gros à côté. On a bien vu pour la Tchécoslovaquie, etc. Donc il voulait une Union européenne. Alors c'est écrit en 53, donc c'était les bâtiments. Mais si vous voulez, l'Union européenne permet au moins d'avoir une structure de dialogue. Et que depuis 45, par exemple, vous n'avez eu aucun problème de frontière à l'intérieur de l'Union européenne. Vous avez eu la guerre en ex-Yougoslavie, mais c'était hors Union européenne, et maintenant l'Ukraine est aussi hors Union européenne. Oui. Parce que, oui, il y a eu quand même avec la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne fait-elle partie de l'Europe? Ça, c'est toujours. Elle n'en fait plus partie maintenant. Non, mais même au moment maintenant, vous voyez qu'elle en est sortie, on a eu là tout de même le problème des pêcheurs au large de Guernesey. Oui, non, mais même du temps où elle faisait partie de l'Europe, il y a toujours, par exemple, le problème de Gibraltar. Hein, Gibraltar qui. Oui, mais enfin, ça n'a pas défrayé la chronique. Non, mais ça crée quand même des tensions permanentes avec le. Vous voyez, donc des problèmes. Avec l'Espagne, oui. Mais bon, on n'a pas eu de guerre, quoi. On n'a pas eu de guerre. Voilà. C'est-à-dire, ça a toujours été réglé dans les instances. Alors, voilà, d'accord. Donc, vous pensez que l'Europe peut être un facteur de paix? Oui, voilà. Après, évidemment, c'est un facteur de paix pour le moment, mais on étudiait mon groupe, l'association libérale et sociale, donc un peu le partage des compétences au niveau européen, donc ce qu'on appelle les compétences partagées. Là, si un jour j'étais au pouvoir, si nous étions au pouvoir, nous ferions en sorte que les compétences partagées, si vous voulez, soient vraiment partagées. C'est-à-dire que si un État ne veut pas y participer aux discussions sur ce. Par exemple, il y a l'immigration, il y a deux sujets brûlants qui sont l'immigration et la transition écologique, énergétique. Si un État ne veut pas y participer, il n'y participe pas. Et d'autre part, il n'est pas tenu par les conclusions. Parce que là, il y a un débat. Vous voyez, par exemple, sur la transition écologique, vous savez, il y a l'histoire de la taxonomie. On est encore en bisbille sévère avec les Allemands là-dessus. Et je pense qu'il faut pas, là, il faut une Europe plus minimale. Vous voyez, je ne supprime pas l'Union européenne, mais il faut qu'elle soit plus minimale, que quand un État estime il peut régler ses propres problèmes sans le recours aux instances européennes, qu'il ait la possibilité de le faire. Voilà. C'est-à-dire que l'Europe. C'est la subsidiarité ascendante. C'est-à-dire on ne transfère à l'Europe que si on en a besoin. Voilà. Si on n'en a pas besoin, on n'a aucune obligation d'y participer. Cher Pierre Gaudichaud, donc nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Vous voyez, donc on a fait qu'effleurer, c'était un petit peu frustrant, je le comprends, mais pour question d'efficacité de communication, c'est pour donner simplement un aperçu et donner envie à nos spectateurs d'en connaître plus, à la fois sur ces idées, d'une manière générale, d'être un petit peu de faire un petit peu un agitateur d'idées. Hein, voilà, nous devons être des agitateurs d'idées de manière à ce que on puisse faire revenir les idées de bon sens. Alors, un grand merci d'avoir participé à cet exercice qui, j'espère, vous amènera des nouveaux adhérents, en tout cas un intérêt vis-à-vis de votre action, qui, de toute façon, participe à ce débat d'idées qui, malheureusement, a abandonné notre pays. Donc, merci beaucoup Pierre Gaudichaud.